voilà, je suis en retard. Mais pousse-toi, laisse-moi de la place, c'est le podcast, bon sang, je te dis. Allez, ça va commencer, hein. Chut, pas de bruit. Hein. Bonjour et bienvenue. Alors aujourd'hui, on se plonge dans un document assez particulier. Une étude qui date de janvier 2026. Oui, une étude prospective. Exactement. Ça s'appelle L'individu attendu ou les nouveaux messies et c'est signé Cécile James Merlin pour l'Épitiade, une école de théâtre. Et le point de départ est vraiment intéressant. Oui, elle dit qu'en France, on traite l'inclusion comme un problème d'institution, de loi, alors que la vraie bataille, elle se joue ailleurs, dans le champ des solidarités. C'est exactement ça. L'inclusion en France est un échec. On attend tout de l'État, des institutions, mais elles ne peuvent pas produire l'essentiel. Et l'essentiel, c'est quoi? C'est une affirmation assez brutale pour commencer. C'est la capacité réelle d'agir, la praxis. Et c'est brutal parce que, le constat l'est. On a sous les yeux une étude assez dense, l'individu attendu, qui pose un diagnostic sans concession. D'accord. Notre mission aujourd'hui, c'est d'en extraire la substance, de répondre à deux questions. Quel est le nouvel individu que notre époque exige? Ok? Et surtout, quelle place la société doit-elle vraiment lui donner? D'accord, donc on va plonger dans cette étude pour en tirer le fil conducteur. L'idée, si je comprends bien, c'est de dépasser les slogans pour voir ce qui doit changer concrètement dans la machine. Exactement. On va commencer par le problème central, là où tout le monde, en fait, se trompe de combat. Ah oui, premier constat de l'étude, on joue pas sur le bon terrain. On pense l'inclusion en termes de loi, de quotas, de dispositifs. Oui, le côté institutionnel. Voilà, c'est une vision purement institutionnelle. Mais la vraie inclusion, celle qui change la vie, elle se joue ailleurs. Elle se joue dans ce que l'étude appelle le champ des solidarités. C'est un peu abstrait comme expression. Ça veut dire quoi dans la vraie vie? Ça veut dire que le vrai terrain de jeu, c'est là où se fabriquent les relations, les accès concrets, la confiance, quoi. Ok. L'État, il peut créer un droit au logement, mais il ne peut pas créer la relation de confiance avec le voisinage. D'accord. Il peut financer un stade, mais il ne peut pas jouer le match à notre place. Il crée le contenant, mais jamais le contenu vivant. C'est une distinction importante. Mais du coup, si on pousse le raisonnement, l'État sert à rien? Non, c'est pas ça. Il est indispensable pour poser le cadre, les règles, les protections. Mais il atteint sa limite là où l'action humaine commence. Il ne peut pas produire cette fameuse praxis. Stop, voilà le mot-clé. On l'a lâché 2 fois. Praxis. Faut le définir simplement, sinon on perd tout le monde. La praxis, c'est l'action qui non seulement transforme une situation, mais qui nous transforme nous-mêmes en retour. C'est un aller-retour. Un exemple concret? L'étude en donne, monter une asso de quartier, lancer un petit projet, ou même juste refuser collectivement une situation nuisible au travail. Ce n'est pas juste faire, c'est se construire en agissant. Joie. C'est la différence entre se plaindre du manque d'espace vert et se réunir pour nettoyer un terrain vague. La première action, c'est une parole. La deuxième, c'est le début de la praxis. Voilà, on apprend à s'organiser, on rencontre des gens, on se sent capable. Et ça, aucune loi ne peut leur donner. D'accord. C'est toute la bascule que l'étude met en lumière. Le passage de l'individu institué, celui qui reçoit, qui est dans une case, à l'individu instituant, celui qui crée les règles. Ok, le décor est planté. On a un État qui a ses limites et ce besoin vital de praxis. Alors, qui est cet individu attendu? J'ai noté une phrase qui m'a marqué. Ce n'est pas un employé amélioré. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'on ne cherche pas à rendre les gens un peu plus productifs dans le cadre existant. L'individu attendu, c'est un individu souverain. Souverain? Attention, pas au sens politique, souverain au sens cognitif. Souveraineté cognitive. Encore un concept à déplier. Concrètement, pour un livreur à vélo, ça donne quoi? Excellente question. Le livreur non souverain, il subit l'application. Il suit les ordres de l'algo sans comprendre pourquoi. Il est une pièce du système. Ok. Le livreur souverain, lui, il comprend les règles du jeu. Il sait comment l'algorithme fonctionne. Il échange avec d'autres. Il comprend le modèle économique. Et cette compréhension lui donne du pouvoir. Exactement. Le pouvoir de s'organiser, de négocier, de créer une alternative. Il passe de pion à joueur.
C'est beaucoup plus clair. Alors, si on devait dresser son portrait robot, l'étude en identifie 4 caractéristiques, c'est ça? Oui, elles sont toutes liées. Premièrement, il est propriétaire. Propriétaire de lui-même, de sa trajectoire. Et potentiellement d'actifs. Il ne fait plus que louer son temps. D'accord, propriétaire. Deuxièmement, Il est acteur économique. Ça veut dire qu'il participe à la création de valeur. Il n'est pas juste un vendeur de sa force de travail. Il est associé au projet. ok, ça change tout. Troisièmement, il est sujet de décision. Il a une voix réelle sur les règles qui organisent sa vie. Sa voix a un poids. Et le dernier point? Enfin, quatrièmement, c'est un être en parcours. L'inclusion, c'est pas un état, c'est un chemin, un parcours d'habilitation qui va de l'accès à l'info jusqu'à la prise de responsabilité. Si je résume avec une image forte, ça veut dire qu'il ne s'agit plus d'avoir un meilleur job, mais de posséder une part du jeu. C'est ça la rupture. C'est exactement ça. L'étude oppose deux logiques. D'un côté, le traitement en employé, qui repose sur la subordination. Et de l'autre, L'inclusion comme acteur ou associé qui repose sur le partenariat. Et c'est seulement là que la praxis peut exister. On ne peut pas demander à quelqu'un d'être un créateur si on le traite comme un pion. ok, mais pour que cet individu se mette en mouvement, il lui faut un moteur. L'étude dit que ce carburant, ce sont les valeurs. Oui, et là, c'est un terrain glissant. Le mot valeur, aujourd'hui, ça peut vite sonner très creux. Justement, l'étude prend ce risque et précise un point essentiel. Les valeurs, c'est pas des décorations, c'est de l'énergie. De l'énergie? Oui, une valeur comme la justice ou la solidarité, c'est une force motrice, mais c'est une énergie qui se dissipe si elle n'est pas concentrée dans une forme concrète. Et cette forme, ce canal, c'est quoi? C'est ce que le texte nomme l'internalisation. Ok, concret. L'internalisation, c'est le moment où une valeur quitte l'affiche sur le mur pour devenir un réflexe. On discrimine plus quelqu'un parce qu'une loi l'interdit, mais parce que l'idée même est devenue impensable. Donc, c'est la différence entre le rapport RSE, la responsabilité sociétale des entreprises, et l'action réelle. Absolument. Le rapport RSE, c'est la valeur affichée. La valeur vécue, c'est le réflexe du manager qui, sous stress, va promouvoir la personne compétente sans même que la question de son origine n'effleure son esprit. C'est la différence entre le slogan et la poignée de main. Exactement. L'un est une conformité extérieure, l'autre une conviction intérieure. C'est cette conviction qui fournit l'énergie pour la praxis. Mais cet individu souverain, capable d'internaliser des valeurs comme ça, il sort pas de nulle part. L'étude insiste sur le fait qu'il est le produit d'une très longue histoire. Oui, il y a cette fresque historique en 7 étapes que je trouve fascinante, l'idée que chaque grande époque nous a forcés à conquérir une nouvelle capacité. Et que ces valeurs s'empilent, elles se remplacent pas. On peut peut-être les survoler? Ok, la fresque. Une punchline par époque, on n'a pas le temps, allons-y. La première, l'origine, le combat. Survivre à la peur, à la faim, on gagne la vie, le socle. Ensuite, l'Antiquité. On sort de la violence privée, on gagne le statut de citoyen. Puis le monde corporatif. On tisse des liens par le métier, on gagne la solidarité. Arrivent les révolutions, on s'arrache à la caste à la naissance, on gagne la liberté. 5e étape, l'industrie primaire. La révolution industrielle, on subit, on lutte, on gagne la protection sociale. 6e, l'industrie secondaire, les 30 glorieuses. On devient consommateur, on gagne le bien-être matériel. Et on arrive à aujourd'hui. 7e étape, notre époque. Le monde est complexe. Le défi, c'est de comprendre les systèmes. On doit gagner la souveraineté cognitive. Et la conclusion de cette fresque, c'est une claque. Elle dit que toutes ces valeurs sont déjà là, accumulées. L'exclusion aujourd'hui, c'est donc plus seulement une injustice, c'est une incohérence historique. Absolument. C'est refuser à quelqu'un l'étape finale d'un parcours que l'humanité a mis des millénaires à construire. Mais là, il y a une objection qui vient tout de suite. Parler d'individu souverain qui comprend tout, est-ce que ce n'est pas un discours terriblement individualiste? C'est une objection essentielle et l'étude y répond de manière contre-intuitive. Elle dit que c'est l'inverse. Ah bon? La souveraineté cognitive, c'est la condition pour créer des collectifs et des alliances qui fonctionnent. Pour s'associer, il faut d'abord se comprendre et comprendre les règles du jeu. C'est refuser la subordination par défaut, c'est pas refuser les autres. D'accord, c'est la base de la coopération entre pairs. Exact. Mais même en admettant ça, l'étude pointe un piège. Un paradoxe très français apparemment. On peut avoir un discours d'inclusion parfait et produire de l'exclusion bien réelle. Oui, l'inclusion de façade. Inclusion conforme. Alors, donne le critère. Comment on démasque ça? Par ses effets concrets, matériels. L'étude donne des exemples. Une entreprise qui lance un programme pour les jeunes de quartier.
Parfait pour la com. Oui, Mais en même temps, elle délocalise son service client et supprime des centaines d'emplois dans ces mêmes zones. je vois. Ou un service public qui met en place un guichet unique pour le handicap, mais il est tellement sous-doté que seuls les cas simples sont traités. Voilà, on abandonne les plus dépendants. C'est l'inclusion pour la photo qui exclut dans les faits. La structure formelle est impeccable, mais la réalité matérielle trie et évince. C'est une inclusion qui coûte rien et qui change rien. Ok. Alors, si on prend tout ça au sérieux et qu'on veut sortir de cette façade, concrètement, ça change quoi? Dans l'économie, dans la décision, qu'est-ce qui est différent demain matin? Ça change radicalement la perspective. Dans l'économie d'abord. Inclure quelqu'un, c'est plus juste lui donner un emploi. C'est lui donner un accès réel à la création de valeur, une possibilité de s'associer, d'avoir une part du capital. C'est le faire passer du statut de coût à celui de partenaire. Et dans la sphère de la décision? Même bascule. Inclure, ce n'est plus être consulté dans des commissions qui servent à rien, c'est avoir un pouvoir réel sur les règles qui organisent ton travail, ton quotidien. En fait, pour reprendre une image, l'enjeu, c'est plus d'avoir une place à la table. C'est ça. C'est de pouvoir coécrire le menu. C'est la meilleure synthèse possible. Le paradigme a changé. Le monde n'attend plus des institutions, il attend des personnes capables d'incarner ces valeurs en actes. On a défini cet individu attendu, on a vu d'où il venait et ce qu'il pouvait changer. Mais ça laisse une dernière pensée en suspens, une question plus personnelle peut-être. La vraie question que ce modèle nous renvoie, c'est: suis-je prête, individuellement et collectivement, à payer le prix de cette souveraineté? Parce qu'elle a un coût. L'effort de comprendre, la responsabilité, le risque. Face à ça, la subordination, c'est souvent plus posant. Si vous voulez réagir ou approfondir les concepts que nous avons abordés, Un lien vers un formulaire est disponible dans la description de cette analyse. il vous permettra d'échanger directement avec nous et de recevoir l'étude complète qui a servi de base à notre discussion.